je reçois pour vous en tout cas deux personnalités, deux personnes qui vont opiner sur l'actualité dans notre pays. Nous allons parler avec ces personnes du code électoral, entre autres, mais également et surtout des premières décisions de la Cour constitutionnelle. Il s'agit de Cyriaque Dekenou, qui est l'actuel directeur de publication de Émergence Info, sauf erreur de ma part, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Merci de nous rejoindre, bonjour. Bonjour, bonjour mesdames et messieurs les téléspectateurs de EDN TV. Et aux auditeurs du Diaspora FM au passage, qui Vraiment? bien sûr sont les plus nombreux, eux aussi, parce que partout on peut avoir une radio, mais pas partout une télévision. Alors, en face de Cyriaque Dekenou, qui est directeur de publication, donc journaliste de Émergence Info, il y a un homme politique, c'est le secrétaire général adjoint de l'Union pour le développement du Bénin Nouveau, bien connu sur nos plateaux, Gildas Aizano. Bonjour. Bonjour cher ami James, c'est toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver. Merci. Donc avec vous, nous allons aborder, pour commencer, donc, le code électoral, mais aussi parler des décisions de la Cour constitutionnelle, fameuse audience publique que la Cour a donc instituée. Déjà, le code électoral, ce n'est pas encore voté, mais il y a des dispositions dans le projet ou l'avant-projet de code électoral. Il y a quelques jours seulement, on en a parlé à l'occasion d'un séminaire parlementaire au cours duquel vous avez pris la parole au nom de votre parti, Gildas Aizano. Qu'y a-t-il dans l'avant-projet de code électoral qui agrée l'Union pour le développement du Bénin Nouveau, et qu'est-ce qu'il y a dedans qui ne vous agrée pas? Merci de vous intéresser à cette actualité importante pour notre pays. C'est vrai que l'UDBN de la présidente Claudine Afiavi Prudencio était fortement représentée aux travaux du séminaire national sur, n'est-ce pas, l'examen du projet de code électoral. Et vous précisez que ce n'était pas un séminaire parlementaire. Ce n'était pas un séminaire parlementaire, puisque le séminaire a été élargi à toutes les forces vives de la nation. La société civile était représentée. Les organisations, diverses organisations ont pu quand même apporter, n'est-ce pas, leur point de vue sur cet avant-projet de code électoral. C'est quand même important de faire remarquer que les lois électorales sont généralement les lois les plus importantes pour l'avenir d'un pays en ce qui concerne sa démocratie. Et donc, nous autres, à l'UDBN, le bureau politique s'est évertué à analyser de fond en comble les dispositions prévues au niveau de ce projet de code électoral. Il y a des dispositions qui ont pu faire l'objet, n'est-ce pas, d'inquiétudes, notamment les articles 242 et 249. L'article 242, évidemment, qui demande à ce que le candidat à l'élection législative soit déjà présent sur le territoire national, et ceci de façon discontinue, au moins un an avant les élections. De façon continue, vous voulez dire? De façon continue, du moins, avant les élections. Cela pose un problème, notamment pour, par exemple, les Béninois de la diaspora qui auraient des envies pour venir participer à cette élection. Nous pensons, par exemple, à l'UDBN, qu'on pourrait assouplir cette disposition pour que beaucoup de citoyens ne soient pas écartés. Même au niveau national, il se peut que des cadres ou bien des étudiants, des professeurs d'université qui ont des envies pour participer à cette élection, ils peuvent aller à l'extérieur pour des travaux de recherche. Il faut que dans la façon de libeller cette loi, ce soit clairement qu'on puisse éviter que des gens soient pénalisés parce qu'ils doivent aller faire des choses à l'extérieur. Donc l'UDBN, tout en saluant, n'est-ce pas, le fait que dans l'article 242, on veut amener les forces politiques à se regrouper, puisqu'il est dit désormais qu'il faut réunir un certain nombre de pourcentages, notamment 10% des suffrages exprimés au niveau national pour prétendre à la validation du siège que vous pouvez avoir. Pour nous, à l'UDBN, nous soutenons cette volonté, n'est-ce pas, de regrouper les forces politiques pour éviter l'émiettement.
L'autre question, évidemment, qui a retenu l'attention lors du séminaire national et qui suscite encore beaucoup de débats jusqu'à présent, c'est la question du quitus fiscal évoqué au niveau de l'article 249. Nous autres, nous pensons à l'UDBN que l'annonce du quitus fiscal est plutôt une excellente nouvelle. Une excellente nouvelle dans la mesure où le quitus fiscal, c'est justement cette autorisation qui vous est délivrée et qui fait de vous un citoyen en règle vis-à-vis des impôts. Il ne nous viendra pas à l'idée à l'UDBN de suggérer que ceux-là qui doivent nous représenter au niveau du Parlement ou bien même le président de la République, il ne nous viendra pas à l'idée de soutenir le fait que ce soit des citoyens qui ne payent pas leurs impôts. Donc il est très important que ceux d'entre nous qui aspirent à nous diriger, qu'ils fassent montre d'une certaine exemplarité en étant réglo vis-à-vis de l'impôt. Et donc instaurer le quitus fiscal, c'est une décision qui permet de moraliser la vie politique, qu'on n'ait pas des délinquants financiers, des gangsters financiers qui aillent se réfugier tranquillement à l'Assemblée et qui légifèrent au profit des autres. Les députés, par exemple, ce sont eux qui votent chaque année la loi des finances. Alors si en leur rang, on doit retrouver des entrepreneurs ou bien des dirigeants qui entre-temps ont géré des sociétés et qui ne sont pas en règle vis-à-vis du fisc alors qu'ils légifèrent pour qu'on puisse voter la loi des finances, c'est comme une politique de deux poids, deux mesures. Je me souviens tout récemment encore de l'intransigeance qui a caractérisé par exemple le gouvernement de la rupture qui pour des policiers qui à peine ont distrait 80 000, certains ont été radiés de la fonction publique. Donc je ne peux pas comprendre que ceux-là qui prétendent à devenir députés, qu'on voit que parmi eux, par exemple, il y en a qui doivent des centaines de millions en termes d'impôts et qu'on puisse fermer les yeux parce que ce sont des politiciens. Et donc l'UDBN soutient l'instauration du quitus fiscal, mais attention, il va falloir que cette disposition qui vaut et pour les candidats de l'opposition et pour les candidats de la mouvance, il va falloir qu'on affiche une certaine impartialité, que ce ne soit pas un moyen, par exemple, pour écarter des adversaires politiques, que ce ne soit pas un moyen pour des règlements de compte et que ce ne soit pas uniquement, qu'on étudie aussi la possibilité de voir d'autres agents de l'État délivrer, n'est-ce pas, ce quitus fiscal-là, que ce ne soit pas uniquement le directeur général des impôts qui soit obligé de signer des dizaines de milliers de quitus pour les candidats. Vous vous imaginez, à la veille de l'élection, que si c'est à la veille de l'élection, par exemple, que certains doivent faire des déclarations et tout, on peut craindre que le directeur général n'ait pas suffisamment de temps pour pouvoir évacuer tous ces dossiers. Ça pourrait pénaliser un certain nombre de candidats. C'est pourquoi l'UDBN soutient vraiment l'instauration de ce quitus fiscal-là, entre autres décisions, n'est-ce pas, qui nous plaisent. Dans ce projet cet avant-projet de code électoral, quant à vous, Cyriac Dekenou, il se fait que justement ce nouveau code électoral qui est envisagé porte notamment cette disposition qui parle de quitus fiscal, mais on a entendu l'opposition s'exprimer et estimer qu'il s'agit d'un piège, qu'il ne faudrait pas laisser cette disposition dans le contenu. Est-ce que vous convenez avec Gilda Saïzanon que le quitus fiscal qui est désormais exigé est une bonne chose qui a été instaurée? D'abord, il faudrait restructurer le contexte dans lequel l'avant-projet en ce qui concerne ce code électoral soit en train quand même, disons, d'être établi. Vous savez, on se retrouve dans un contexte où l'actuel chef de l'État a émis le vœu de pouvoir quand même, disons, reformer le système partisan béninois. Et cela impose une nouvelle forme de disposition pouvant conduire prochainement les uns et les autres pour les prochaines élections législatives, que ce soit communales ou présidentielles. En ce qui concerne le quitus fiscal, je crois que les adversaires politiques ou bien, je dirais, l'opposition est dans son rôle de pouvoir analyser et de pouvoir quand même, disons, sortir ce qui pourrait être des pièges. Et je ne dis pas des pièges que l'on pose contre X ou Y, mais peut-être, disons, c'est que des analyses moins mûries et qui pourraient handicaper les uns et les autres et les empêcher de participer
à la prochaine élection. Ce que je voudrais dire par rapport au quitus fiscal, c'est vrai, c'est très important que, en tant que bon citoyen, que l'on soit en règle vis-à-vis du fisc, vous comprenez. Et dans des grandes démocraties que nous aimons imiter, et vous ne pouvez pas avoir de soucis avec le fisc et participer aux élections. Ouais. Et je crois dans le cadre de l'élection de l'actuel président de la République aux États-Unis, ce problème-là s'était posé, où Donald Trump a pu trouver quand même, disons, un mécanisme véritablement meilleur pour pouvoir s'en sortir et être en règle vis-à-vis du fisc. Et beaucoup d'économistes étaient vraiment surpris. C'est pour dire quoi? Si nous voulons que le Bénin soit une nation prospère et que lorsque vous vous retrouvez à l'Assemblée nationale, c'est surtout vous qui votez les lois des finances, c'est surtout vous qui validez le budget et que nous savons que l'État béninois a besoin de ressources pour pouvoir fonctionner, je crois qu'il est très important que ceux qui doivent nous représenter au Parlement ou à quelque niveau que ce soit, que ceux-là soient en règle vis-à-vis du fisc. Mais il n'en demeure pas moins. Maintenant, j'en viens. Vous savez, il faut pas avoir de crainte à expliquer quand même ce pourquoi l'opposition a cette crainte-là, parce que actuellement, le numéro 1 de l'opposition béninoise, à savoir M. Sébastien Germain, avant de parler, permettez-moi puisque en réalité, sur le quitus fiscal, il faut qu'on soit vraiment clair jusqu'au bout. Il a été dit, et certains députés de l'opposition notamment s'en sont inquiétés, il a été dit que c'est le directeur général des impôts qui est le seul à pouvoir délivrer le quitus fiscal au candidat. J'en viens. Vous savez, cette crainte de l'opposition est due à un certain nombre de faits et de situations qui ont précédé quand même, disons, la sortie de cet avant-projet. C'est-à-dire quoi? Sébastien Adjavon qui aujourd'hui a de soucis avec le fisc, avec le service des impôts au Bénin. Donc lorsque nous nous retrouvons au lendemain, juste au lendemain des soucis que Sébastien Adjavon a avec un code électoral qui est taillé de cette façon et qui demande impérativement à ce que l'on soit en règle vis-à-vis du fisc, je crois que la réaction au premier degré ou bien la compréhension au premier degré des opposants, c'est de se dire oui, voici un code que l'on est en train de tailler sur mesure pour pouvoir écarter telle personne qui est un opposant. Maintenant, en ce qui concerne l'autorisation qui doit être délivrée impérativement par le directeur des impôts, je crois qu'il y a une certaine nécessité de revoir quand même, disons, la copie à ce niveau. Le gouvernement a cette obligation de revoir parce que, vous imaginez, et actuellement, pour déposer les dossiers de candidature aux élections législatives, je crois que ça fait 83 fois 2. Donc, 83 fois 2 pour pouvoir... Sans oublier que pendant ce séminaire national, certains ont proposé qu'il y ait 2 suppléants désormais parce qu'on ça fait 83 députés fois 2. Fois 2. Et lorsque fois 3. Voire même fois 3. Lorsqu'on se retrouve dans ce contexte et que c'est seulement le directeur des impôts qui doit signer tout ce dossier-là, je crois qu'il y a un problème qui se pose. Fois 2 fois le nombre de listes de candidatures. Ça, il faut le préciser. Je crois qu'il y a un véritable problème qui se pose et il est très important qu'à ce niveau, peut-être à défaut de revenir à la formule d'avant, que l'on rende quand même, disons, la délivrance de ce quitus fiscal beaucoup plus souple pour que l'on n'ait pas l'impression, puisque quoi que l'on dise... Mais il n'y a pas un risque qu'il y ait de la corruption, c'est-à-dire que dans les agences, qu'il y ait des fonctionnaires qui délivrent le quitus fiscal sans avoir la preuve que l'impôt a été payé. Je crois que nous sommes encore, disons, à 10 mois des élections législatives. Et le gouvernement, au regard des ambitions que ce gouvernement a, et sa méthode de fonctionner pour aller au bout, je crois que si éventuellement la volonté c'est de suivre de près ceux qui ne seraient pas en règle vis-à-vis du fisc, qu'il y a quand même, disons, d'autres mécanismes à trouver. Aujourd'hui, l'administration est presque informatisée. Donc, même si un citoyen peut-être qui veut se présenter dans la 8e circonscription électorale, je parle de Parakou, il n'a pas forcément besoin de se rendre à Cotonou avant d'avoir son quitus fiscal. Du DG. Oui, vous voyez, parce que le fait d'imposer, que ce soit impérativement, nécessairement le DG qui doit signer ce document,
pose assez de problèmes. Celui qui veut se présenter peut-être à Tukuntuna serait obligé de se diriger vers Cotonou. Imaginez les longues files d'attente et tout ce qu'il y aura autour de ça. Donc, par rapport à ce volet-là, moi, j'invite plutôt quand même, disons, l'exécutif et la majorité présidentielle à donner quand même, disons, à donner d'autres mécanismes beaucoup plus souples pour que les gens n'aient pas l'impression... Vous n'êtes pas contre le quitus fiscal, je ne suis pas contre le quitus fiscal, c'est très très important. Autrement. Nous ne pouvons en aucun cas avoir au niveau de l'Assemblée nationale, quand même, c'est que des députés opérateurs économiques, des députés hommes d'affaires qui peuvent vous frauder, qui ne sont pas en règle vis-à-vis du fisc, mais qu'est-ce qu'ils iront dire à la base lorsqu'on sait que les citoyens n'ont... Aujourd'hui, par exemple, lorsque vous êtes promoteur de cafettes et autres, vous êtes obligé d'aller payer au trésor les 50 000 francs CFA, je crois. Mais lorsque, à la base, on exige ça là de ceux-là, mais pourquoi ne pas exiger quand même, disons, c'est que cette mesure-là s'applique à ceux qui aspirent nous représenter. Elle ne va pas au Parlement qui veut, mais quand même, disons, c'est que des hommes intègres. Donc, je crois que la lutte contre la corruption, la lutte contre l'enrichissement illicite et la lutte contre le blanchiment d'argent passe également par là. Puisque, après cette mesure, je suis sûr que ce que vise le gouvernement, c'est le fait qu'à long terme maintenant, c'est que si l'on observe que le patrimoine dont vous disposez au cours de votre mandat est supérieur à ce que vous avez perçu tout au long de votre mandat, il y a lieu de vous poursuivre pour que vous puissiez justifier d'où vous avez eu les fonds qui vous ont servi à réaliser telle et telle chose. Donc, à long terme, c'est une très bonne mesure qu'il faudrait encourager. Alors, Gilda Saïzano, sur le critère de résidence, vous approuvez ce critère peut-être. En tout cas, ce qui est risqué aujourd'hui, nous l'avons entendu dire à l'occasion de dimanche politique avec notre invité hier, c'est que certaines personnalités qui aujourd'hui se sont retrouvées à l'extérieur, soit pour leurs affaires ou pour des raisons qui leur sont propres, seraient exclus des élections. On pense notamment à un certain Léa Divinian Soglo, ancien maire de Cotonou, qui se retrouve aujourd'hui pratiquement, c'est un peu le dire ainsi, en exil, et qui pourtant souhaiterait probablement être candidat, soit pour les législatives, soit pour retrouver son siège de maire de la ville de Cotonou. Non. Je crois que nous l'avons déjà dit, même au cours du séminaire national. Cette disposition fait partie des dispositions sur lesquelles l'UDBN souhaite qu'on puisse... un assouplissement. Il n'y a pas que Léa dit Soglo qui soit peut-être frappé par cette disposition. Beaucoup de Béninois, beaucoup de jeunes, je connais des étudiants qui ont déjà aujourd'hui plus de 25 ans, qui ont envie d'être candidats pour les prochaines élections et qui sont partis pour des travaux. Mais est-ce qu'il n'y a pas de lieu de se dire que quelqu'un qui n'a pas vécu auprès des populations pendant un an n'est pas en mesure de connaître véritablement les problèmes et de les représenter? Nous n'allons pas réinventer la roue, je crois. Nous connaissons les pratiques démocratiques un peu partout dans le monde. Le souci de faire en sorte que l'individu connaisse bien son pays ne doit pas nous amener à dire qu'il faut vivre de manière continue. C'est ça ce qui embête. C'est le mot de façon ininterrompue. C'est ça ce qui embête. Donc aujourd'hui, on peut comprendre que les députés veuillent à ce que l'individu soit au parfum des réalités de son pays, mais de là à l'obliger à vivre un an avant les élections. Je dis cette disposition en même temps écarte toutes les compétences que nous avons au niveau de la diaspora béninoise, des gens qui ont envie de rentrer chez eux pour participer. Ça peut être vous et moi. Nous pouvons être, n'est-ce pas, en train d'étudier à l'étranger, ou bien on a accumulé des expériences pendant des dizaines d'années dans d'autres pays. On a envie de revenir. Qu'on ne nous dise pas d'abord d'abandonner nos occupations professionnelles pour venir séjourner au pays un an avant les élections. Je crois qu'à ce niveau-là, il importe qu'on puisse faire, n'est-ce pas, les réajustements nécessaires pour que cette loi ne paraisse pas comme une loi qui vise l'exclusion. Oui, un petit commentaire de ce niveau-là. Et puis, vous allez ajouter ce que vous pensez du montant qui a été fixé désormais pour être candidat à la présidence, de 50 millions pour être candidat aux législatives. Et autres montants, ce sont les montants qui ont été décidés pour
mener la campagne électorale, notamment 15 millions pour les députés et jusqu'à 5 milliards pour le président de la République. Je crois que cette disposition est celle qui embête le plus. Et il est très important que nous puissions d'abord l'analyser à la lumière de la Constitution béninoise. Puisque la Constitution béninoise donne plein droit. Vous parlez clairement de la disposition concernant la résidence continue. Concernant la résidence continue. Puisque la Constitution béninoise donne plein droit à tout citoyen béninois qu'il réside sur le territoire national ou à l'extérieur de contribuer à l'élection du président de la République ou de tout autre représentant de la nation. Ou d'être candidat lui-même. Aujourd'hui, cette disposition quand même ne rend pas justice à cette diaspora qui a fortement contribué à l'avènement du président Patrice Talon au pouvoir. Moi, je dis, cette disposition ne leur rend pas justice et c'est avec un pincement de cœur que, bon, j'ai vu certains Béninois de la diaspora défiler la dernière fois pour quand même, disons, appeler à une révision de de ces différentes dispositions prévues dans le code électoral. Même si ce n'est pas encore voté, ce n'est pas bien, mais il faudra que nous puissions quand même, disons, enlever tout cela, puisqu'ils sont très nombreux, ces Béninois de la diaspora, qu'ils soient des étudiants, qu'ils soient des chercheurs, 3 millions de personnes, qu'ils soient quand même, disons, des hauts fonctionnaires qui ont cette volonté-là de pouvoir quand même, disons, revenir à la base pour apporter leur pierre à l'édifice pour le développement de leur nation. Mais lorsque l'on prend une telle loi, lorsque l'on envisage quand même, disons, voter une telle loi qui va les écarter, cela voudrait dire quoi? Il suffit simplement que, bon, pour raison de maladie, que l'on vous évacue à l'extérieur, c'est-à-dire quoi? Si votre passeport est visé une seule fois, il n'y a plus de possibilité pour vous d'être candidat. C'est ça. Et moi, j'invite beaucoup plus nos parlementaires à s'y réfléchir. Parce que nous sommes dans un contexte où la vie politique, elle est comme les vagues de la mer. Aujourd'hui, c'est bien, mais demain, quand même, Dieu sait que vous pouvez également aussi vous retrouver de l'autre côté. Et lorsque l'on sait les conditions dans lesquelles le président Patrice Talon, l'actuel chef de l'État, le président Patrice Talon, est venu au pouvoir, je crois qu'on doit avoir un peu de crainte en ce qui concerne le vote de certaines lois. Plutôt, et pour ne pas, quand même, disons, créer des préjudices que l'on pourrait subir demain. L'autre chose, vous avez parlé tout à l'heure de ce que, est-ce qu'on n'a pas forcément besoin d'être à la base déjà avec les populations afin de pouvoir les représenter? Mais je crois que non. Et on devrait aller au-delà. Moi, j'attendais plutôt les parlementaires sur des propositions beaucoup plus concrètes. La commission des lois devrait faire une proposition pour que désormais qu'on ait l'élection des représentants des Béninois de la diaspora. Vous voyez, dans certains pays, des députés élus à l'extérieur pour pouvoir lever la voix, pour pouvoir quand même, disons, défendre leurs compatriotes qui se trouvent à l'extérieur. Mais là, on ne passe pas à ça. Le mandat impératif est nul et que le député représente la nation tout entière parce qu'il était nécessaire. Nous sommes dans une compétition électorale. Je crois qu'il vaut mieux que les parlementaires laissent le jeu ouvert pour que les uns et les autres puissent participer aux prochaines élections. Cette façon de faire, quand même, disons, est une façon beaucoup plus suspicieuse. Vous voyez, qui fait naître des intentions, qui fait naître des idées dans la tête des uns et des autres. Et le Bénin, actuellement, n'en a pas besoin. C'est pour cela que j'invite les parlementaires à prendre leurs responsabilités, à quand même, disons, réviser encore cette proposition de loi pour qu'elle ne soit pas votée au niveau du Parlement. J'attends également de vous donc, un commentaire sur les montants qui ont été fixés. Donc 50 millions désormais pour être candidat pour la présidentielle. Les montants qui ont été fixés, je crois que ce sont des sommes vraiment exorbitantes. 50 millions pour être candidat à la présidentielle. Vous savez qu'il y a plein de candidatures fallacieuses, fantaisistes. Aujourd'hui, pour éviter tout ça. Aujourd'hui, quoi que l'on dise, on n'a même pas besoin d'aller là. 50 millions. Plusieurs Béninois sont capables de verser les 50 millions. D'ici 2021, vous verrez, ce n'est pas le montant qui va régler le problème. Il suffit simplement, au regard quand même, disons, de la réforme du système partisan, de dire simplement que si vous devez être candidat aux prochaines élections présidentielles, vous devez être issu d'une formation politique. C'est prévu dans ce nouveau code électoral. Non, attendez, qui
à tel nombre de députés au niveau du Parlement, vous devez avoir tel nombre de signatures. Et le problème est réglé. Mais cette façon de parler de l'argent, écoutez, regardez combien de fois l'argent a circulé lors des élections présidentielles passées. On n'a pas de preuves. Hein, oui, mais écoutez, nous n'avons pas de preuves. Mais parler de 50 millions, mais c'est rien. 50 millions, et je le dis, c'est rien. Vous voyez, mais d'un autre côté, on pourrait bel et bien avoir des gens qui ont de très bons projets pour le Bénin et qui, à cause de ce défaut de pouvoir, quand même, disons, c'est que mobiliser les 50 millions pour aller verser, avant de trouver maintenant les moyens financiers pour battre la campagne sur le terrain, ne vont pas se présenter. Donc, je crois qu'il faut plutôt mieux réfléchir pour pouvoir trouver autre mécanisme qui favorise quand même, disons, c'est que l'exclusion des petits candidats, des candidatures fantaisistes, pour que nous puissions avoir quand même, c'est que des candidats dignes de représenter la nation béninoise. Dites-moi, Gilda Saïzano, vous, membre de l'UDBN, on a vu souvent les campagnes électorales de l'UDBN, elles sont extrêmement festives, elles donnent l'impression qu'il y a beaucoup d'argent dépensé. Et quand on prévoit dans le code électoral, c'est d'ailleurs ce qui a été prévu, mais quand il est reprécisé qu'il faut dépenser maximum 15 millions, y compris le candidat et ses soutiens, parce que ça c'est la précision nouvelle, et tous ses soutiens, est-ce que vous pensez réellement qu'avec 15 millions de francs CFA de dépenses, l'honorable Claudine Prudencio peut se faire élire ou réélire au Parlement? Non, ce que je dis, certainement va m'engager à titre personnel. Je crois l'avoir déjà dit sur un des plateaux de télévision de la place. Et cette disposition est une disposition assez hypocrite. Elle est assez hypocrite parce que il n'y a pas de véritable moyen pour contrôler, en tout cas à la date d'aujourd'hui, le montant réel que nos candidats engagent dans une élection. Même pour l'élection du président de la République, je défie quiconque peut aujourd'hui me dire que nous avons des moyens suffisamment objectifs pour mesurer tout ce qui a été dépensé par un candidat. C'est vrai que la volonté est là et il faut saluer cette volonté-là de fixer des limites pour qu'on n'assiste pas à trop d'achats de conscience. C'est une très bonne chose, cette pédagogie pour dissuader, n'est-ce pas, les acteurs politiques. Malheureusement, je dis malheureusement, nous ne sommes pas encore à une étape où véritablement on peut contrôler ce qui se dépense. Si les mesures sont prises et que nous avons l'assurance que cette disposition sera respectée par tous les acteurs politiques au niveau de l'UDBN, nous n'aurons pas de soucis pour nous conformer à cette disposition. Mais dans la pratique, j'insiste sur le fait que malheureusement, nous n'avons pas encore, même l'État n'a pas encore les moyens, ni la Sénat qui, par ailleurs, désormais, dans le nouveau... Cour suprême qui... la Sénat, la Cour suprême et tout, ce sont ces structures-là qui, désormais, vont peser dans le processus électoral. J'ai dit, nous n'avons pas encore, malheureusement, les moyens nécessaires pour faire tout ce qui a comme contrôle à ce niveau-là. Par contre, comme je l'ai dit, quand on voit certaines campagnes électorales, on a vu Sébastien Adjavon à l'occasion de la présidentielle, même le meeting de déclaration de candidature, l'envergure que ce meeting a pu prendre au niveau du stade de l'Amitié. Oui, ce qui va se passer... On peut deviner que... Oui, si vous permettez... Attendez, lorsque vous voyez la façon dont ces blocs-là sont constitués aujourd'hui, je crois qu'il y a lieu de ne pas se limiter qu'à ça, qu'à ces 3 blocs. Si éventuellement c'est le vœu de l'actuel chef de l'État qui a lieu de créer peut-être un 4e bloc dans lequel ces jeunes-là qui quand même, j'ai parlé aujourd'hui des CC, les CCC. C'est quoi les CCC? Et des CCCA, les coordinations communales de campagne, les coordinations de campagne d'arrondissement qui étaient composées pour la plupart des jeunes qui animaient cela et qui étaient quand même, disons, rejetés sur le terrain par ceux qui aujourd'hui se positionnent. Écoutez, s'il vous plaît, permettez-moi d'aller au bout. Nous avons peu de temps. Par ceux qui se positionnent aujourd'hui comme les meilleurs soutiens du président de la République. C'est pour cela que je suis en train de dire une chose. Est-ce que vous pensez, par exemple, vis-à-vis que lui, supposons qu'il est de la 6e circonscription électorale, 8e, en réalité,
qu'il aurait la chance de pouvoir être candidat dans ce bloc-là, peut-être. Le bloc. Qu'est-ce qui empêcherait? Gildas Aïzanon, voilà 3 blocs. Vous êtes homme politique, vous êtes probablement ou peut-être candidat à une élection législative ou communale prochainement. Le président de la République que votre parti soutient propose que 3 blocs se constituent pour le soutenir, pour aller à ces élections. Est-ce que déjà c'est une bonne idée? Est-ce que vous pensez qu'avec ces blocs, l'UDBN a des chances de se positionner et d'aller en victoire à ces élections en envisageant une victoire? Je peux comprendre un peu l'amertume de et nous allons finir sur votre réponse et son dernier mot. Ce qu'il faut souligner, c'est que l'idée de constitution des blocs répond, n'est-ce pas, aussi à un besoin peut-être déjà inavoué de se conformer au prochain code électoral. Parce que si vous n'êtes pas un certain nombre, si vous n'avez pas une grande assise, vous ne pouvez pas aller à la compétition électorale et prétendre avoir 10% au plan national. C'est-à-dire quoi? Même si vous êtes fort, par exemple ici, dans la 6e circonscription électorale, et que vos voix permettaient d'avoir 2 députés, si l'ensemble des voix que vous avez obtenues au niveau national, si ça ne fait pas 10%, vos sièges seront invalidés. Et donc, dans cette optique-là, je peux comprendre que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, on s'organise, qu'on mette en place des regroupements qui permettent d'aller à la quête de ces 10% au moins de voix pour que on puisse voir les sièges validés. L'UDBN n'a pas de souci. Je ne trahis aucun secret si je dis que du côté de la mouvance présidentielle, l'UDBN a discuté avec tout ce qu'il y a comme initiative de bloc actuellement. Nous sommes en bon terme avec les différents blocs, mais les jours à venir, c'est clair que l'UDBN, vous allez voir de façon plus précise, l'UDBN dans l'un des blocs, se positionner dans l'un des blocs, mais pas à n'importe quel prix. Ce serait, n'est-ce pas, en tenant compte de nos intérêts, parce que nous avons également nos exigences. Notre président, vous savez que... C'est déjà dit, je crois. C'est connu. Non, l'UDBN n'a pas encore rendu officiel sa position. Il peut y avoir des choses qui circulent et que, encore, porte-parole du parti, donc la position la plus officielle sera rendue publique les jours à venir, mais les militants peuvent être rassurés sur le fait que nous allons nous engager dans le bloc qui nous garantit beaucoup de chances, qui permet également aux jeunes du parti, je comprends votre préoccupation, de pouvoir candidater ailleurs, parce que ce n'est pas joué d'avance. Les jeunes actuellement qui ont travaillé, comme vous le dites, aux côtés du président Patrice Talon, moi je leur suggère plutôt de se battre pour entrer dans ces différents blocs-là, pour faire valoir également ce qu'ils pèsent sur le terrain. Ça ne sera pas facile, mais il faut le faire ainsi si nous tenons à donner. Parce que l'enjeu de tout ceci, c'est comment donner au président de la République une majorité qui lui permette de continuer par opérer les réformes nécessaires pour révéler le Bénin. Merci à vous, Gildas Aïzanon. Je finis avec vous, Sirette, que nous pourrons un dernier mot sur l'actualité. C'est vrai que je ne suis pas opposé à la formation de ces différents blocs électoraux, puisque je comprends également que le souci, c'est de pouvoir éliminer, de pouvoir quand même, disons, mettre un terme définitif aux partis communaux, aux partis d'une seule circonscription qui naissent du jour au lendemain, aux partis de collectivité familiale qui naissent également aussi pour qu'on puisse avoir des partis qui sont présents sur tout le territoire national pour que ces partis puissent quand même bénéficier des financements qu'il faut. Vous voyez? Mais je crois qu'il ne faudrait pas également aussi être péremptoire en ce qui concerne ceux qui circulent. Il faut que la plupart de ces jeunes-là, puisque je ne suis pas sûr, et l'expérience politique au Bénin nous a toujours montré que quand l'autre est député et que vous n'êtes encore rien, ce n'est pas sûr que vous soyez tête de liste devant lui. Vous comprenez? Donc, telles que les choses sont disposées aujourd'hui, si on devrait s'en tenir à ceux qui circulent, cela voudrait dire que ces jeunes-là sont déjà en rade. C'est pour cela que moi, je soutiens quand même, disons, qu'il faut impérativement qu'une certaine possibilité soit donnée à ces jeunes de se regrouper quelque part. Parce que, quoi que l'on dise, nous risquons d'assister, si éventuellement ces jeunes se regroupaient quelque part, à une révolution macronienne au Bénin et que ces jeunes-là vont véritablement faire l'affaire plus que ceux qui se sont constitués dans les différents blocs électoraux que nous observons depuis quelque temps. Donc, j'invite plutôt le chef de l'État ou bien quand même, disons, l'ensemble des acteurs politiques qui l'entourent de très près à très bien considérer que
Au fait, si ces jeunes, sans être députés ou conseillers communaux ou quoi que ce soit, pour leur toute première expérience, ont permis à Patrice Talon de pouvoir franchir le premier tour, cela voudrait dire que ceux-là, ils sont également encore capables de pouvoir donner une majorité confortable à l'actuel chef de l'État. Très bien, c'est votre dernier mot. Cyriaque Dekenou, directeur de publication de Émergence Info. Merci d'avoir accepté donc de venir sur ce plateau, d'opiner sur l'actualité nationale avec nous. Nous vous inviterons encore les prochains jours. Vous êtes Je souhaite beaucoup plus revenir sur ce débat-là des blocs. On dirait que vous avez un intérêt apparent. On y reviendra si le temps nous le permet. L'actualité est riche de beaucoup d'autres sujets. Gildas Aïzanon, venu directement de Parakou, la 8e circonscription électorale qui est en pleine ébullition, elle aussi, comme les autres. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé.